Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session sur utilisation d'Altium Designer, techniques et astuces. Je suis Victor Truong, votre présentateur. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Société EDA Expert est le centre de formation partenaire de la société Altium en France. Nous sommes certifiés Calliope, référencés dans Datadoc et nous vous proposons tout type de formation possible, standard personnalisé sur site à distance, sur utilisation des solutions d'Altium. Nous sommes aussi représentants de 13 éditeurs logiciels en France, distribuant plus de vingtaine de solutions logicielles afin de faciliter la conception et la validation de votre carte électronique. Commençons par le commencement. Voici donc Altium Designer version 21.2, la toute dernière version. Première chose que vous souhaitez savoir peut-être, c'est de récupérer les fichiers d'autres outils de CAO. J'imagine que vous avez le réflexe d'aller chercher le Import Wizard qui vous va effectivement donner tout type d'import de fichiers possibles, que ce soit le schéma, que ce soit les PCB, que ce soit des bibliothèques. Peut-être vous pouvez constater que, tiens, étonnamment, il y a beaucoup plus de possibilités chez moi que chez vous, peut-être, où il y a beaucoup plus de possibilités pour importer des schémas, des PCB, des bibliothèques, venant de KiCad, venant de Mentor, venant de LTSpice, par exemple. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Ben, tout simplement, la première chose qu'il faudra que vous regardiez, c'est d'aller dans les préférences de votre d'Altium Designer et surtout dans la configuration de votre Altium Designer au niveau de extension et update. Vous allez dans extension update, regardez dans le configure ici, est-ce que les options sont bien cochées? Il se pourrait que par défaut, lors de l'installation de votre Altium Designer, les options d'import-export ne sont pas forcément activées. Vous avez le droit d'utiliser, il suffit tout simplement de les cocher et ensuite de relancer votre Altium Designer pour les récupérer et de le voir apparaître dans Import Wizard. Deuxième chose à regarder, c'est au niveau de Purchase ici. Très souvent, Altium rajoute un certain nombre d'extensions de plugins possibles, notamment sur les fonctionnalités d'import, notamment pour tout ce qui est KiCad, notamment tout ce qui est Zuken, tout ce qui est Mentor. Donc, regardez aussi ces options qui sont là. Vous voyez, j'ai même une option que je n'ai pas encore rajoutée qui est Path Logic Exporter. Cette fois-ci, c'est pour tout ce qui est export. Donc, regardez effectivement les plugins qui sont là et pareil, vous le sélectionnez tout simplement ici pour les télécharger et ensuite relancer votre Altium Designer et normalement vous devriez le voir apparaître dans l'onglet Installed, notamment ici, notamment sur tout ce qui est les plugins que vous rajoutez ici, par exemple ici Zuken, XDA Designer ou bien KiCad dont j'ai cité tout à l'heure. Première astuce. Deuxième astuce, on parle beaucoup de Altium 365, enfin moi, mes collègues de chez Altium aussi. Donc pour se connecter sur Altium 365, qui est un espace cloud qui vous est réservé, il vous suffit tout simplement de cliquer ici en rentrant effectivement votre login et password, tout simplement. Pour voir ce qu'il y a sur votre cloud, sur votre Altium 365, tout simplement, vous allez sur le bouton Panel en bas à droite et vous lancez le panneau Explorer et vous devriez voir apparaître effectivement le panneau Explorer, votre Altium 365 avec les dossiers par défaut, des données par défaut, etc. etc. Je ne fais pas toute une chanson, les ingénieurs d'Altium vous ont certainement montré tous ces aspects-là. Ce qui peut être intéressant surtout, regardez un peu mon écran, c'est que non seulement chez moi, j'ai Altium 365, puisque j'ai la souscription, et surtout, j'ai aussi Altium Content Vault. À mon avis, vous n'avez peut-être pas Altium Content Vault. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était une solution cloud donnée par Altium dans lequel on va stocker effectivement les composants créés par les ingénieurs d'Altium et qui sont à votre disposition. Tous ces composants sont classés par constructeur dans l'ordre alphabétique. On va regarder par exemple Analog Device, les processeurs, les composants passifs, les convertisseurs, etc., etc. Donc effectivement, tous ces composants que vous pouvez effectivement trouver sur le site web d'Altium, que vous pouvez trouver aussi à travers le panneau Manufacturer par Search, ici. Donc, on peut aussi retrouver à travers donc, Altium Content Vault. Il se trouve que vous ne l'avez peut-être pas. Mais comment ça se fait que moi je l'ai? Tout simplement, il vous suffit simplement d'aller dans les préférences de votre Altium Designer.
vous allez dans Système, Général, Advanced ici, et vous triez les préférences name par l'ordre alphabétique. Et vous allez chercher tout simplement, ici, Explorer, Show, Content Vault. Je crois que par défaut, lors de l'installation de votre Altium Designer, au niveau des options de préférence, il n'est pas coché. Il vous suffit de le cocher. Et ensuite, vous fermez, vous relancez Altium Designer. Et cette fois-ci, le Altium Content Vault apparaît directement à travers le panneau Explorer. Et vous pouvez désormais chercher vos composants, regarder les composants, regarder les statuts, les empreintes, les symboles, récupérer les symboles, les empreintes, les composants en local, voire directement le récupérer dans votre propre Altium 365. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Oui, simulation, j'y pense. C'est vrai que depuis la version 20 et surtout 21, il y a pas mal d'améliorations sur l'aspect simulation. J'imagine que vous avez vu aussi pas mal de vidéos par rapport à ça. Il y a effectivement un nouveau panneau qui est là, ça s'appelle simulation dashboard, qui vous permet de vérifier l'exactitude et la possibilité de simuler votre document ou bien votre projet, de pouvoir lancer la simulation en transient, en paramétrique, en réponse fréquentielle, etc. Alors, simplement, c'est une petite simulation pour ça vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, effectivement, le résultat. Vous pouvez constater que voilà, je lance une simulation sur le point d'opération et j'affiche tout simplement ici le résultat en décès au niveau des tensions ou bien au niveau de l'intensité ou bien au niveau de l'intensité, pardon, et ou bien au niveau de la puissance. Bon, visiblement, ça marche. Et si jamais je lance la simulation temporelle, transition, et je devrais constater effectivement le signal de sortie out qui vient de mon filtre que voici. D'accord? Bon, ça marche. Bon, je pense que ce panneau simulation dashboard, vous le connaissez bien à travers plusieurs vidéos ou bien tous ceux qui sont déjà venus en formation chez nous. Par contre, ce qui est fortement intéressant, c'est que, pareil, dans les nouvelles versions proposées, vous pouvez constater que parmi toutes les bibliothèques proposées par défaut, il y en a une qui est là, qui s'appelle Simulation générique component. Et si je clique dessus, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de composants, beaucoup plus de composants, que ce soit analogique, que ce soit numérique, qui possèdent non seulement le symbole, mais surtout le modèle de simulation que voici. D'accord? Et là, on s'est dit, c'est super, ils ont corrigé la problématique qui est manque de modèle de simulation. Je peux désormais utiliser ces composants génériques, monter un schéma, lancer la simulation, valider l'aspect fonctionnel, et ensuite éventuellement remplacé par le composant véritable de mon circuit. Ça, c'est super. La question suivante, c'est bien cette bibliothèque, mais ce serait bien que je puisse aussi récupérer directement ces modèles. C'est pas idiot, ça, que je puisse l'intégrer directement dans ma propre bibliothèque. Où se trouve cette bibliothèque? Et là, on s'est dit, c'est bizarre ça. Je vais regarder où est-ce que c'est installé. Je lance l'installation de la bibliothèque. Je regarde effectivement que j'ai bien ici une bibliothèque qui s'appelle Simulation Generic Component. Il est bien là et pourtant, il n'y a pas de chemin. System Library Provided with Mixin. Mais où est-elle cette bibliothèque? Je vais être franc avec vous, j'ai cherché longtemps, mais en fin de compte, pas la peine de chercher trop loin. Vous allez lancer tout simplement Windows Explorer, vous faites une recherche sur Generic Component Simulation Integrated Library et vous cherchez. Ça prend un petit moment et vous allez retrouver cette bibliothèque qui se trouve tout simplement dans le répertoire d'installation de votre Altium Designer au niveau d'un sous-dossier qui s'appelle Mix Simulation Library. Et là, vous avez votre bibliothèque intégrée ici. Elle est bien cachée, cette bibliothèque. On s'est dit, pourquoi ils ont caché ça? Pourquoi pas? À la limite, ce n'est pas très grave, puisque une fois que vous avez trouvé cette bibliothèque, il vous suffit tout simplement de le copier, de le coller dans un autre dossier ou tout simplement de l'ouvrir. Et je vais justement ouvrir cette bibliothèque, extraire les sources, ouvrir le projet package, et je peux effectivement ouvrir la bibliothèque schématique avec notamment l'ensemble des symboles qui sont là, avec l'ensemble des modèles de simulation qui sont là. Et voilà, ça y est, j'ai fait du... Ah, j'ai choisi un mauvais exemple, il n'y a pas de modèle, ça tombe pas bien. Je vais prendre celui-là. Tiens, non, on va prendre un composant un peu plus sympathique. Pourquoi pas celui-là? Voilà.
et je lance effectivement au jour. Voilà, vous avez ici donc le modèle de simulation de ce composant. Et ensuite, on peut faire des copier-coller, récupérer le modèle, etc., etc. D'accord? Voilà une petite astuce qui peut être fort sympathique pour récupérer cette bibliothèque des composants génériques. Dernière chose par rapport à la simulation, on peut constater ici que par défaut, c'est du Spice tout craché, hein, c'est du Spice standard, mais on peut aussi directement utiliser les modèles Spice venant de LT Spice, venant de PSpice. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent davantage, on a une formation d'une journée par rapport à ça. Et puis pour ceux qui veulent savoir davantage sur la description, le paramètre, la signification des différents paramètres, il n'y a pas vraiment de documentation. Hein. Regardez un petit peu partout, chez Spice, chez LT-Spice, CP-Spice. À mon avis, vous devriez trouver vos réponses. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ah, attendez, laissez-moi fermer tout ce qui n'est pas nécessaire. Les bibliothèques qui sont là. Hop, ça aussi. Hop, hop, hop. Parlons peu, mais parlons bien. Deux, trois informations, aussi deux, trois astuces sur la partie PCB, par exemple. Notamment, je vais ouvrir donc mon projet que vous connaissez probablement bien pour ceux qui sont déjà venus en formation. Le voici, la carte DSP avec les différents canaux d'acquisition, un processeur, des mémoires, enfin, bref, un design classique high-speed, entre guillemets. Alors, vous pouvez constater que ici, pas mal de chevelus qui se croisent et on peut imaginer que le routage ne sera pas extrêmement facile. Plusieurs possibilités. Déjà, on peut constater que j'utilise une room. Qu'est-ce que c'est ce room? On dit souvent, ah, c'est le fameux rectangle rouge qui apparaît, qui provoque des violations et je n'ai pas besoin, je ne m'en sers pas, je le supprime. C'est pas faux. Dans mon cas ici, justement, j'utilise le room pour paramétrer, pour lui dire que le composant, le processeur qui a pour désignateur Zen 1 se trouve à l'intérieur. OK. Et que, justement, pour faciliter le placement, j'ai mis le composant à l'intérieur. Si jamais je déplace le room, le composant vient avec moi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des règles de conception, je peux lui appliquer directement les règles spécifiques pour tous les composants, pour toutes les données, les objets qui se trouvent à l'intérieur de ma room, avec l'instruction Weeding Room. Ça veut dire que j'ai créé une règle dans largeur de piste, que j'ai appelée Width Processor, Weeding Room, entre parenthèses, le nom de votre room, pour dire que l'ensemble des signaux qui se trouvent, des pistes qui se trouvent à l'intérieur de ma room, doit avoir telle spécificité, des spécifications en termes de largeur. Et de ce fait, lorsque vous commencez effectivement à router les signaux, alors l'outil va respecter les règles, notamment tout ce qui est à l'intérieur de la room, telle largeur spécifique, et à l'extérieur, largeur spécifique sur une règle standard. D'accord? D'où l'intérêt d'utiliser les rooms, d'où l'intérêt d'utiliser des instructions un peu spécifiques. Deuxième chose qu'on pourra regarder un peu ici, c'est, ah oui, effectivement, le chevelu se croise. Et on peut se dire, oui, c'est vrai que le routage, ce ne sera pas extrêmement simple. Comment est-ce que je peux faciliter le routage? On peut faire le ping swapping. J'imagine que c'est à ça que vous pensez. Ping swapping, pas mal. On le fait au niveau schéma, on propage au niveau du PCB, et puis c'est tout bon. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'au niveau PCB, il y a tous ces croisements de chevelus, les difficultés de routage? Dans ce cas-là, on va faire du ping swapping au niveau du PCB en tenant compte de la situation actuelle. Quelques astuces sur l'utilisation. Première chose, si vous souhaitez faire du ping swapping, la chose à faire au niveau du composant, c'est l'autoriser. Enable ping swapping dans les propriétés de votre composant. Deuxième chose, et là c'est vraiment l'astuce à savoir, dans les options de votre projet, au niveau de l'onglet options, vous avez ici Allow ping swapping using this method. Enfin, l'outil vous propose deux méthodes. Soit on intervertit effectivement les labels, soit on modifie carrément le symbole schématique. Je vais être franc avec vous, par défaut, les deux sont cochés. Décochez la deuxième option. On ne surtout pas modifier le symbole schématique. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir effectivement swapper les labels afin de conserver le symbole schématique et inverser effectivement le nombre de signaux pour faciliter ensuite le routage. Troisième chose à savoir pour tout ce qui est pin swapping, c'est la configuration des signaux qu'on peut swapper. Alors là, on a besoin effectivement d'être dans le propriété, dans le component configuration ping par swapping. L'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est que
on a besoin, l'outil ne peut pas être à votre place. Donc, c'est vous le concepteur, c'est vous le routeur, c'est à vous de désigner, de sélectionner quels sont les signaux que vous pouvez swapper ensemble. Alors, dans mon cas, ce n'est peut-être pas un cas d'école, puisque ce n'est pas extrêmement réaliste, mais l'idée, encore une fois, c'est de dire, voici l'ensemble des signaux que je peux swapper et je les mets dans le même groupe. L'outil va comprendre que les signaux qui font partie du même groupe peuvent swapper ensemble. D'accord ? Faites attention, encore une fois, ici, ce n'est pas significatif. Ça s'applique principalement sur des processeurs avec des GPIO ou bien sur des FPGA avec des signaux qui sont swappables, soit au niveau de même banque, soit au niveau de même potentiel. Une fois que vous avez spécifié les pins qui sont swappables, là, on peut lancer le swapping. Souvent, on fait des swaps manuels, mais dans notre cas ici, l'intelligence est quand même pas mal au niveau de l'outil. Vous voyez que ça se croise, pas facile à router. On va lancer ping swapping automatique. Et regardez un peu l'écran, l'outil va tenir compte de la situation et faire des swaps automatiquement afin de faciliter. Et voyez, le résultat, voilà, vous voyez, beaucoup moins de croisements au niveau de chevelu et en vue de ces situations, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que le routage, ce sera beaucoup plus simple. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Allez, encore 2-3 astuces, plutôt sur les fichiers de sortie. Vous savez tous, pour les fichiers de sortie, on utilise la output job. Ça fait plusieurs versions déjà qu'on parle de documents Draftman. Alors, encore une fois, je sors ma bonne blague, ce n'est pas le nom d'un super-héros, c'est un document qui vous permet de faire des dossiers marketing, techniques, dossiers spécifications, bref, à partir de votre document PCB que voici. Pour rajouter le document Draftman, vous voyez bien que File New Draftman document, et ensuite, je peux effectivement, basé sur mon document, sur mon projet actuel, sortir un fichier schéma et ensuite placer un certain nombre d'objets liés à mon document PCB. Parmi les objets que vous pouvez placer au niveau de Draftman, il y a notamment un objet qui est fortement intéressant, c'est le Realistic View, comme ceci. C'est tout simplement la vue en 3D de votre carte, comme ceci. Plutôt sympa, hein? Mais on s'est dit, ce serait pas mal que je puisse avoir effectivement le vue en 3D, mais un peu tourné, un peu en biais, comme ça je peux bien voir la carte. Tiens, on dirait un vaisseau spatial, la carte des étoiles qui s'envole. Oui, et ce serait bien d'avoir ça au niveau de ma documentation Draftman. Comment est-ce que je peux le faire? Tout simplement, au niveau de propriété d'affichage de votre Realistic View, vous cochez l'option Custom, ici, et vous sélectionnez Take Current Camera Position. Regardez un peu l'écran ici, hop, ça y est. Ça y est, c'est fait. J'ai effectivement la même vue que l'affichage en 3D comme ceci. Si vous dites, oh, finalement, je veux changer, je tourne un petit peu, je me bien tourner soit dans ce sens-là. Dans ce sens-là, voilà, un peu plus zoom dessus, comme ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pareil, ou à nouveau, revenez sur le document Draftman et ensuite, vous, à nouveau, cliquez sur Take Current Camera Position. Et là, vous avez donc la même vue que le modèle 3D de votre document PCB. D'accord? Dernière astuce que je peux vous donner, notamment par rapport à Draftman et par rapport à la session d'aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir tous ces objets qu'on peut placer, mais souvent, c'est les mêmes vues que je place, les mêmes informations que je veux faire afficher. Il n'y a pas un espèce de template possible. La réponse est oui. Regarde un peu l'écran. Hop, hop, j'efface ce que je viens de faire tout à l'heure. J'ai créé un nouveau document Draftman que voici. Et c'est là où, effectivement, l'outil vous demande quel est le template que vous souhaitez utiliser. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le fait que vous avez activé votre Radeon 365, on peut à la fois utiliser un template qui se trouve sur votre 365, votre cloud, ou bien local. Donc là, j'avais déjà une espèce de template de modèle de Draftman. Je sélectionne et je clique. L'outil va s'appuyer sur votre document PCB de votre projet, s'appuyer sur le modèle de votre Draftman et générer automatiquement les vues d'assemblage, des perspectives, les informations nécessaires et bien sûr par-dessus, vous pouvez rajouter d'autres informations, notamment sur la définition de votre stack up que je vais par exemple placer par exemple ici. D'accord. Et bien sûr, d'autres objets qu'on peut placer sur la nomenclature, sur le perçage, la table de transmission, etc., etc.
Petite différence, et je finis avec ça, c'est où se trouvent ces différents modèles. Encore une fois, c'est pas compliqué. Jusqu'à encore pas très très longtemps, les modèles se trouvent dans le préférence, dans un dossier spécifique, notamment les modèles non locaux, hein, donc il faut simplement dans les préférences de votre item designer, ils se sont spécifiés à travers la catégorie data management au niveau de templates. Et vous avez effectivement, jusqu'à encore version 20, je crois, de mémoire, un dossier spécifique qui s'appelle template uniquement pour Draftman. Depuis peu, vous pouvez constater que ça y est, ça a disparu. Mais il est parti où? Ben, il est parti, ça a été fusionné, homogénéisé tout simplement dans le dossier qui s'appelle template, dans le répertoire template, mentionné dans la partie data management et dans le dossier que vous avez spécifié ici, ou bien sur le serveur, ou bien spécifique, ou bien sur cloud, vous devriez avoir cette fois-ci tous les modèles de fichiers schéma PCP projet, y compris les modèles pour votre Draftman. D'accord? Qui sont là. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous souhaitez nous contacter, si vous souhaitez continuer à assister à nos petites présentations qui aura lieu normalement une fois par mois, si j'espère bien. Si vous souhaitez nous contacter, participer à nos formations ou vous renseigner sur les différentes solutions logicielles qu'on distribue, n'hésitez pas à nous contacter 01 58 07 00 79 et par email contact@eda-expert.com. Merci et je vous dis à la prochaine fois.